Bonjour et bienvenue. Et si la conscience, cette chose qu'on sent au plus profond de nous, n'était finalement qu'une illusion? Si, en réalité, on n'était que des automates incroyablement complexes, sans aucune véritable expérience intérieure? C'est la question un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui, en se plongeant dans une expérience de pensée fascinante inspirée par un article de Ludovic Gerval. Accrochez-vous bien parce que ça risque de secouer un peu notre perception de la réalité. Allez, on commence fort avec une question qui donne le vertige. Imaginez un instant qu'on puisse dupliquer un être humain, vraiment atome par atome, à l'intérieur d'un ordinateur. Cette copie numérique aurait tous les souvenirs, tous les traits de caractère. Mais est-ce que ce serait toujours la même personne? Est-ce que la conscience aurait été transférée? Ou est-ce que ce serait quelque chose de complètement nouveau? Pour se lancer là-dedans, il faut accepter, au moins pour l'expérience, une idée de départ assez audacieuse. Le fait qu'une copie numérique parfaite soit en théorie possible. C'est notre point de départ. Et là, attention, on ne parle pas d'une simple intelligence artificielle, non. On parle d'une réplique exacte, jusqu'au dernier neurone, jusqu'à la plus petite connexion synaptique. Une simulation tellement parfaite qu'elle serait impossible à distinguer de l'original. Vu de l'extérieur, il n'y aurait aucune différence. Cette entité numérique parlerait, rirait, penserait exactement comme un humain. Mais la vraie question, la question cruciale, c'est, à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'elle ressent la chaleur du soleil, la tristesse, la joie? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un algorithme hyper sophistiqué qui imite des émotions qu'il ne ressent absolument jamais? Pour bien saisir la portée de cette question, il faut comprendre l'idée sur laquelle tout repose. C'est une vision du cerveau très répandue, qui le voit avant tout comme une machine. Cette vision, on l'appelle le réductionnisme. En gros, l'idée c'est que la conscience, ce n'est pas une sorte d'âme mystérieuse ou quoi que ce soit, c'est un produit qui émerge de la complexité. Autrement dit, si on assemble des neurones et des synapses de la bonne façon, avec assez de complexité, hop, la conscience apparaîtrait. Presque comme par magie. Ce serait juste une conséquence mécanique de l'organisation de la matière. Bon, suivons cette logique jusqu'au bout. Si le cerveau est une machine complexe, et si la complexité crée la conscience, alors une machine qui simule parfaitement ce cerveau doit forcément devenir consciente, elle aussi. Et si ça c'est possible, alors qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas déjà nous-mêmes le fruit d'une simulation de ce genre ? Pour aller plus loin, on a besoin d'un terme un peu technique, mais qui est essentiel, les qualia. Les qualia, c'est tout simplement l'effet que ça fait de vivre quelque chose. L'effet que ça fait de voir la couleur rouge, de sentir l'odeur du café ou de ressentir de la joie. C'est le contenu purement subjectif, intime de notre conscience. Et c'est justement là, quand on pousse la logique réductionniste dans ses derniers retranchements, qu'on se heurte à un mur. Un paradoxe si profond qu'il menace de faire s'effondrer tout le raisonnement. Voilà le point crucial. Pour qu'un matérialiste soit cohérent, il est obligé d'accepter cette équivalence. Si la conscience n'est qu'un produit de la complexité matérielle, alors peu importe que ce matériel soit de la chair ou du silicium, le résultat devrait être identique. Et la conséquence de cette idée, attention, elle donne le vertige. Si notre conscience peut être simulée, ça veut dire que nos sentiments les plus profonds, nos fameux qualia, ne sont en fait que des lignes de code. Notre réalité subjective, ce qu'on a de plus intime, devient alors complètement suspecte. Et voilà, le piège logique se referme. Si la conscience réelle est identique à la conscience simulée, et que la conscience simulée est par définition une construction, une illusion de code, eh bien, ça veut dire que notre conscience réelle, elle est aussi. On arrive à cette conclusion complètement absurde. Être conscient, c'est simplement avoir l'illusion d'être conscient. C'est la conclusion choc de ce raisonnement. Si notre conscience n'est qu'une illusion incroyablement bien faite, alors on correspond parfaitement à la définition d'une créature très connue en philosophie de l'esprit. Alors attention, un zombie philosophique, ce n'est pas un monstre de film d'horreur, c'est une copie parfaite d'une personne. Quelqu'un qui parle, qui agit, qui réagit exactement comme tout le monde, mais à l'intérieur, il n'y a personne. C'est le noir complet. Aucune sensation, aucune émotion, rien. Juste un automate biologique parfait. Et le paradoxe nous amène à penser qu'on pourrait tous être exactement ça. Alors, est-ce qu'on est condamné à cette conclusion hyper dérangeante? Pas forcément. Il existe une voie de sortie, mais pour l'emprunter, il faut oser remettre en question l'hypothèse de départ et repenser radicalement notre vision de la conscience. Pour sortir du paradoxe, la solution la plus simple, c'est de rejeter l'idée qui nous y a conduit. Et si la conscience n'était pas du tout quelque chose que le cerveau crée? Et si c'était plutôt quelque chose de fondamental, d'irréductible, et peut-être même de non local? Cette comparaison illustre parfaitement la différence. Pour le réductionnisme, le cerveau est une sorte d'usine qui fabrique la conscience. Pour la théorie de la conscience non locale, le cerveau serait plutôt une antenne ou un poste de radio. Il ne crée pas la musique, il la capte, il la reçoit. Dans cette vision, la conscience n'est plus un sous-produit de la matière, mais une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que l'espace ou le temps. Et ce n'est pas juste une idée en l'air,
Des esprits brillants, qui viennent de domaines très différents, de la physique quantique à la cardiologie en passant par la philosophie, explorent sérieusement des versions de cette hypothèse. Ils pensent tous que le modèle matérialiste classique n'est peut-être tout simplement pas suffisant pour expliquer le mystère de l'expérience subjective. Cette alternative, ce n'est pas juste un débat d'experts. Ça a des implications très profondes sur notre façon de voir le monde et même sur notre éthique. Concrètement, ça change quoi de penser comme ça? Ça, c'est un point absolument essentiel, et qui rappelle d'ailleurs de très vieilles traditions de sagesse, comme le bouddhisme. On peut douter de la réalité du monde extérieur, on peut même douter de la nature de notre propre conscience, mais il y a une chose dont il est très très difficile de douter, c'est la réalité de notre propre souffrance. Quand on a mal, cette douleur est une vérité absolue. Et si la souffrance est la seule chose dont on peut être absolument certain, alors chercher à la réduire devient peut-être la seule règle morale vraiment universelle. Peu importe la nature ultime de la réalité, la compassion envers la souffrance des autres devient un impératif. On reste donc sur cette pensée finale. Et si nous n'étions pas des machines biologiques qui ont par hasard appris à penser? Et si nous étions plutôt des fragments de conscience de l'univers qui, à travers nos cerveaux, apprennent à se ressentir eux-mêmes? C'est peut-être ça la question la plus vertigineuse de toutes.